Une guerre énergétique silencieuse se joue à moins de 150 km des côtes de la Floride. Cuba, déjà fragilisé par des années de sanctions et par des faiblesses économiques structurelles, traverse une pénurie de carburant parmi les plus graves de son histoire récente. Des centrales s'arrêtent, des quartiers entiers subissent des coupures, des hôpitaux rationnent l'électricité, des réseaux d'eau dépendants de pompes alimentées au diesel peinent à fonctionner. Dans ce resserrement, la Russie prépare des livraisons de pétrole vers la Havane, un geste qui pourrait faire remonter la température géopolitique dans les Caraïbes. La pression s'est intensifiée lorsque Washington a élargi les mesures visant l'accès de Cuba aux sources d'énergie étrangères. Depuis des décennies, les États-Unis maintiennent un embargo économique sur l'île. Mais ces derniers mois, l'application plus stricte de certaines mesures et l'extension de sanctions secondaires ont relevé le niveau de risque pour les partenaires de Cuba. Des pays qui livreraient du carburant ou qui faciliteraient des transactions liées à l'énergie s'exposent à des restrictions financières. Le rôle central du dollar dans les paiements internationaux et l'influence américaine sur des circuits bancaires et des assurances maritimes donnent à Washington un levier considérable. Ce levier est désormais au cœur du bras de fer. Cuba dépend fortement des importations de carburant pour produire de l'électricité, faire circuler les transports et maintenir les services publics essentiels. La production nationale couvre seulement une part des besoins, tandis que l'état du parc énergétique et les limites de raffinage réduisent la marge de manœuvre. Lorsque les expéditions en provenance du Venezuela, longtemps une bouée de secours, ont diminué, l'exposition de l'île s'est aggravée. À mesure que l'approvisionnement se contracte, des délestages s'étendent aux grandes villes comme aux provinces. Cette crise n'est pas un seul choc spectaculaire, mais une usure quotidienne qui touche l'alimentation, la santé, l'eau et la sécurité. Les conséquences humanitaires apparaissent déjà. Dans plusieurs établissements, des soins non urgents sont repoussés, faute de continuité électrique. Les groupes électrogènes consomment du carburant et le carburant manque. Les systèmes d'adduction d'eau exigent de l'énergie pour pomper l'eau potable et pour traiter les eaux usées. Lorsque le diesel est rare, l'eau arrive par intermittence, ce qui accroît les risques sanitaires. Les chaînes du froid deviennent instables, mettant en danger la conservation des aliments et de certains médicaments. Les feux de circulation, l'éclairage public et des fonctions municipales de base subissent des interruptions. À Washington, la ligne officielle affirme que la politique vise à pousser les autorités cubaines vers des changements politiques et économiques. Les responsables américains soutiennent que les mesures ciblent d'abord l'appareil d'État. Les critiques répliquent que dans une économie insulaire fortement dépendante des importations, l'effet finit inévitablement par retomber sur la population. Le débat autour de l'embargo est ancien, mais la dimension énergétique lui donne une urgence nouvelle parce que l'électricité conditionne presque tout le reste. C'est dans ce contexte que Moscou a confirmé des préparatifs pour envoyer du pétrole et des produits pétroliers à Cuba. La représentation russe à la Havane a décrit l'envoi comme une aide humanitaire, soulignant la gravité de la pénurie. Acheminer du pétrole depuis des ports russes jusqu'aux Caraïbes reste une opération lourde. Une traversée maritime avec le chargement et le déchargement peut durer entre 40 et 50 jours. La Russie a toutefois déjà livré des volumes significatifs. Au début de l'année 2025, Moscou avait expédié environ 100 000 tonnes de pétrole à Cuba dans le cadre d'un dispositif de crédit d'État estimé à environ 60 millions de dollars. Le besoin cubain, lui, se compte en millions de tonnes par an. Une cargaison peut stabiliser temporairement certains secteurs, mais un soulagement durable exigerait des livraisons régulières ou une transformation du système énergétique. Des responsables russes indiquent aussi une coopération pour développer les ressources nationales de l'île. Les réserves prouvées sont évaluées à environ 120 millions de barils. Des estimations plus élevées existent pour des zones au large du bassin du nord de Cuba, mais une exploitation de grande ampleur demanderait des investissements importants, des technologies adaptées et du temps. La Chine intervient elle aussi, mais par une autre voie. Des entreprises soutenues par des financements chinois participent à la construction d'infrastructures solaires à grande échelle. Des plans évoquent des dizaines de parcs solaires connectés au réseau national d'ici la fin de la décennie, avec l'ajout de milliards de mégawatts de capacité. En peu de temps, la part du solaire dans la répartition de la production électrique cubaine aurait progressé d'un niveau inférieur à 10% vers un niveau supérieur à 20%. Si l'expansion se poursuit dans les énergies renouvelables
peuvent réduire la dépendance aux importations de pétrole pour la production d'électricité, même si elles ne remplacent pas totalement le carburant nécessaire au transport. Le rôle du Mexique illustre la complexité de l'équation. À certaines périodes, des expéditions de brut mexicains ont atteint Cuba. À d'autres moments, des informations ont fait état de suspension sous l'effet de pression extérieure ou de recalibrage interne. Ce va-et-vient montre comment des sanctions secondaires peuvent se propager en forçant des gouvernements voisins à arbitrer entre solidarité, intérêt économique et prudence diplomatique. La question centrale est celle du risque d'escalade. La mémoire historique pèse dans les Caraïbes. La crise des missiles de Cuba demeure l'un des épisodes les plus dangereux du 20e siècle, rappelant à quel point une mauvaise lecture, un geste symbolique ou un accident peuvent faire basculer la situation. Le contexte actuel est différent. Il s'agit d'un conflit d'accès, de transactions et de flux énergétiques, non d'un déploiement de missiles. Mais l'image compte. Des pétroliers russes se dirigeant vers des ports cubains sous la surveillance politique et médiatique produisent un effet de signal même quand l'objectif déclaré est humanitaire. Pour les Cubains, l'enjeu est immédiat. Une électricité stable signifie des hôpitaux qui fonctionnent, de l'eau disponible, des aliments conservés et un minimum de sécurité. Une pénurie prolongée peut accentuer les départs, aggraver la contraction économique et accroître la vulnérabilité sociale. Pour Washington, le calcul mêle levier stratégique et message de fermeté. Pour Moscou, l'opération démontre une capacité à contester une campagne de pression. Pour Pékin, elle renforce une influence par l'investissement. Les prochains mois diront si les cargaisons russes peuvent soulager la crise de façon significative ou si elles ne fourniront qu'un répit. Ils diront aussi si la politique de sanctions s'ajuste au nom des préoccupations humanitaires ou si elle se durcit au nom d'un objectif politique. L'énergie n'est jamais une simple marchandise. Elle est un instrument de puissance parce qu'elle détermine la capacité d'un État à faire fonctionner ses services, à tenir son économie et à protéger sa population. Pendant que des pétroliers se préparent à traverser l'Atlantique et que des panneaux solaires s'installent sur l'île, Cuba se retrouve au croisement d'une rivalité mondiale et d'une urgence locale. Ce dossier ne se résume pas à un récit binaire. Il révèle une lutte complexe entre économie, souveraineté et influence dans un ordre international en recomposition. Au-delà des positions politiques, une réalité domine. L'électricité conditionne la vie quotidienne. Sans courant, les systèmes de santé se fragilisent, l'approvisionnement en eau devient erratique et l'économie informelle elle-même se grippe. Dans ce type de crise, chaque acteur cherche à transformer le carburant en influence. Washington mise sur la contrainte pour obtenir des concessions, Moscou mise sur l'assistance pour marquer sa présence, Pékin mise sur l'infrastructure pour inscrire sa stratégie dans la durée. Et la Havane tente de gagner du temps en attendant des solutions plus stables. Partagez cette vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le dès maintenant. Activez aussi la cloche, aimez et commentez pour soutenir notre travail. Et si vous appréciez cette chaîne, envisagez de devenir membre en cliquant sur le bouton « Rejoindre ».